Tu n'as pas réussi à obtenir d'argent de l'héritage? Dans ce cas, je ne veux plus être avec toi. Je veux divorcer immédiatement. Mon mari et ma sœur se sont mariés peu de temps après, mais j'ai pris ma revanche d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans et je travaille dans un bureau. J'étais mariée à mon mari Georges depuis 2 ans. J'ai rencontré Georges par l'intermédiaire d'un parent. Ma famille avait un certain patrimoine, mais comme nous étions les 2 seules filles, mes proches s'inquiétaient de savoir qui en hériterait. Ils m'ont présenté Georges, affirmant que ce serait une bonne idée qu'il rejoigne notre famille. Mon mari n'est jamais officiellement devenu membre de notre famille, mais il a commencé à vivre avec moi dans la maison de mes parents. Ma mère étant décédée il y a quelques années, nous vivions seulement avec mon père. Georges était très attentionné et gentil avec lui, donnant l'impression d'être une personne vraiment bien. Cependant, peu avant notre mariage, le parent qui me l'avait présenté m'a fait une mise en garde. Je sais que c'est étrange de te dire ça, puisque c'est moi qui t'ai présenté Georges, mais il est un peu obsédé par l'argent, alors fais attention. J'étais déjà mariée et la cérémonie approchait, donc il était trop tard pour changer quoi que ce soit. De plus, je n'avais remarqué aucun signe de cette obsession, alors j'ai poursuivi le mariage. Même après notre union, j'ai gardé un œil sur lui à cause de cet avertissement, mais je n'ai rien vu qui confirmait ses préoccupations. Cependant, Georges semblait intrigué par la fortune de mon père. Il posait souvent des questions à ce sujet de manière désinvolte, surtout lorsqu'ils buvaient ensemble. Mon père étant très ouvert sur ce sujet, je ne m'en suis pas inquiétée outre mesure. Mais un autre détail qui attira l'attention de Georges était ma sœur cadette. Elle a 5 ans de moins que moi, contrairement à moi qui suis l'introvertie, elle est extravertie, pleine d'énergie et très entourée par des hommes. Elle ne me ressemble en rien. Lorsque Georges l'a vue pour la première fois, il était manifestement impressionné. « Ta sœur a une aura totalement différente de la tienne, Chloé, n'est-ce pas ?» m'a-t-il dit. Voir mon mari si fasciné par ma sœur, avec son allure frappante qui contrastait avec mon style simple et modeste, m'a laissé avec des sentiments mitigés. Cependant, le parent qui m'avait présenté Georges craignait qu'en raison de mon apparence discrète et de mon tempérament réservé, je ne trouve personne pour me marier. Selon lui, cela posait un problème pour l'héritage familial. Je pensais que cette inquiétude était infondée, étant donné que ma sœur, belle et charismatique, pourrait facilement attirer quelqu'un. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi il s'en souciait. Mon père était très indulgent envers ma sœur. Il lui avait permis de continuer ses études après le lycée, d'abord à l'université, puis dans une école spécialisée. Ma sœur n'avait pas de plan de carrière précis, elle voulait simplement éviter de travailler. Ma mère, en revanche, était stricte et insistait pour qu'elle commence à travailler dès la fin de ses études. Mais mon père l'a ignorée, permettant à ma sœur de suivre son propre chemin. Après avoir terminé ses études, ma sœur a obtenu un emploi dans une entreprise appartenant à un ami de mon père. Mais elle a quitté son poste après seulement 6 mois, ce qui m'a profondément choquée, surtout en raison de la raison qu'elle a donnée pour justifier sa décision. Je ne pouvais pas exploiter tout mon potentiel dans cette entreprise, a-t-elle déclaré. Ma mère et moi étions perplexes face à la façon dont ma sœur parlait, comme si elle maîtrisait déjà parfaitement son travail après seulement 6 mois. Mais mon père la croyait et lui trouva rapidement un emploi dans une autre entreprise. Peu de temps après qu'elle ait commencé ce nouvel emploi, notre mère tomba malade et dut être hospitalisée. Pendant que notre mère était à l'hôpital, ma sœur la visitait tous les jours, souvent en manquant le travail. Finalement, elle quitta aussi cet emploi, prétextant qu'elle devait s'occuper de notre mère. Cependant, sa manière de prendre soin consistait principalement à rester dans la même pièce qu'elle, à discuter ou à passer la plupart du temps sur son téléphone dans la salle d'attente. Après le décès de notre mère, j'ai pris la responsabilité de gérer ses affaires, comme récupérer son linge sale à l'hôpital et m'assurer qu'elle avait des vêtements propres. Pendant ce temps, ma sœur ne faisait pas grand-chose pour aider. Peut-être que notre mère appréciait sa compagnie pour discuter, mais à mesure que sa santé se détériorait, elle n'était plus capable d'avoir des conversations. En moins de 2 semaines après l'aggravation de son état, notre mère est décédée. Mon père et ma sœur étaient tellement bouleversés qu'ils n'ont pas pu organiser les funérailles, alors je m'en suis chargée. Heureusement, nos proches ont aidé,
et nous avons pu offrir à notre mère un adieu digne. Après la mort de notre mère, ma sœur a quitté la maison de nos parents et a commencé à travailler à temps partiel. Cependant, ce qu'elle gagnait ne suffisait pas pour payer le loyer et les factures, alors mon père a commencé à couvrir ses dépenses. Il semblait qu'elle utilisait son argent pour s'amuser au lieu d'économiser. Chaque fois que son salaire à temps partiel ne suffisait pas, elle demandait à mon père de l'aider financièrement. Lorsque notre mère était encore là, elle était stricte avec elle, et même après avoir commencé à travailler, mon père ne lui donnait pas d'argent de poche. Mais désormais, il répondait à tous ses besoins. J'ai remarqué que mon père et ma sœur semblaient satisfaits de cet arrangement financier, alors je n'y voyais pas de problème, même après m'être mariée et avoir emménagé avec mon mari dans la maison de mes parents. Mon père continuait à donner une allocation à ma sœur. À ce moment-là, je ne savais pas que ma sœur demandait aussi de l'argent à mon mari et qu'il lui en donnait. Il ne pouvait pas refuser et lui demandait même de garder cela secret. Ne dis rien à Chloé, d'accord ? Elle pourrait être jalouse, lui disait-il. Ma sœur vivait grâce à l'allocation de mon père et à l'argent de mon mari, travaillant à temps partiel seulement quand elle en avait envie. Cependant, ce mode de vie ne pouvait pas durer, car notre père tomba malade et fut hospitalisé. Alors que je partageais mon temps entre les visites à l'hôpital, mon travail et les soins rapportés à mon père, ma sœur n'apparaissait jamais. À la place, elle commença à m'appeler pour exiger de l'argent. Puisque je recevais de l'argent de papa chaque mois, tu dois continuer à m'en donner. Le loyer et les factures sont déjà payés avec son compte, de toute façon, disait-elle, furieuse, me révélant cette information pour la première fois. J'étais en colère contre ma sœur. Au lieu de se préoccuper de notre père hospitalisé, elle ne pensait qu'à ses finances. Même si j'avais envie de raccrocher, je savais qu'elle traversait aussi une période difficile, alors je lui ai demandé combien d'argent notre père lui donnait chaque mois. Combien papa te donnait-il par mois ? Tu dois vraiment trouver un emploi rapidement et commencer à subvenir à tes besoins, dis-je, sur un ton irrité. Ma sœur répondit, arrête de m'embêter. Je recevais 1 000 $ par mois, sans compter le loyer. J'étais stupéfaite de l'entendre parler avec autant de fierté du montant qu'elle recevait. Cela m'inquiétait, car avec une telle allocation, elle risquait de perdre toute motivation pour travailler sérieusement. Je pensais que notre père se remettrait rapidement après son hospitalisation, alors je ne voyais pas de problème à continuer de soutenir ma sœur financièrement. Cependant, l'état de mon père se détériora soudainement, et je contactai en urgence nos proches. Le médecin m'informa aussi de son état critique, ce qui me bouleversa profondément. J'avais désespérément besoin du soutien de mon mari dans ce moment difficile, mais il disait être occupé par son travail et se rendait rarement à l'hôpital. Lorsqu'il venait, il posait des questions insensibles comme « Ton père doit avoir une grande fortune, non ? Comme vous êtes seulement 2 héritières, toi et ta sœur allez tout partager équitablement, pas vrai ? » Je suis restée sans voix en réalisant que la seule chose qui importait à mon mari était l'héritage. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que mes proches voulaient dire lorsqu'ils m'avaient mise en garde contre son obsession pour l'argent. J'ai ressenti une immense déception. Même lorsque j'ai appelé ma sœur pour lui parler de l'état critique de notre père, elle ne semblait préoccupée que par ses propres besoins financiers. Oublie ça, assure-toi juste de continuer à m'envoyer de l'argent chaque mois. Je ne peux pas vivre sans ça, a-t-elle répondu. La conversation s'est terminée brutalement. J'étais furieuse face à l'égoïsme de ma sœur, mais également troublée d'entendre une voix masculine en arrière-plan, une voix que je reconnaissais très bien. Cela m'a laissé une sensation étrange. Environ 1 mois plus tard, notre père est décédé, mais ni ma sœur ni mon mari n'étaient présents à ces derniers instants. Ayant déjà traversé l'épreuve des funérailles de ma mère, je connaissais le poids d'organiser un tel événement. Et pour couronner le tout, ni mon mari ni ma sœur n'ont offert leur aide. Ma sœur n'est même pas venue aux funérailles. Mon mari, quant à lui, est apparu brièvement, mais dès que la cérémonie a pris fin, il s'est éclipsé en prétextant le travail. Même un parent qui nous avait présenté a remarqué son absence et m'a interrogé à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe avec ton mari ? C'est étrange qu'il soit aussi absent, non ? Tout ce que j'ai pu faire, c'est sourire amèrement et répondre, il semble occupé par le travail. Il a dû retourner chez lui. Mon parent a soupiré en réponse. Moi aussi,
j'avais envie de soupirer, autant que lui. Après le tumulte des funérailles de mon père, mon mari s'est approché de moi avec un sourire arrogant. Enfin, hein? Alors, combien as-tu hérité? Même en divisant entre vous deux, ça doit être une belle somme, non? Comme mes proches me l'avaient déjà averti avant le mariage, il semblait évident que l'esprit de mon mari était obsédé par l'héritage de mon père. Déçu par son attitude, j'ai répondu avec désinvolture. Ma sœur recevra 6 millions de dollars, et moi, je ne recevrai rien. Je n'avais même pas encore discuté avec mon avocat, et avec les funérailles si récentes, je n'avais pas eu le temps d'organiser mes propres émotions. Voir mon mari parler si avidement de l'héritage m'a presque donné envie de rire de dégoût. Sans perdre de temps, il s'est emporté. Quoi? Tu ne peux rien hériter de ces biens? Alors je n'ai plus aucune raison de rester avec toi. Divorçons immédiatement. Ressentant la même chose, j'ai répliqué. Très bien, faisons cela. Tu t'es marié avec moi uniquement pour l'héritage de mon père, n'est-ce pas? Je vais divorcer. En disant cela, je lui ai tendu les papiers de divorce que j'avais déjà préparés. Il semblait légèrement surpris lorsque je les lui ai montrés. Il ne s'attendait pas à cela, mais il a tout de même signé. Avant de partir, il a déclaré. Puisque nous n'avons plus rien à voir ensemble, je suis libre de me mettre avec ta sœur. J'ai rapidement déposé les papiers de divorce, rompant tout lien avec mon mari traître. Le lendemain, il semblait déjà avoir présenté un certificat de mariage avec ma sœur. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de lui, toujours légèrement incrédule. Quand allons-nous commencer les démarches pour l'héritage? Quand ta sœur recevra-t-elle les 6 millions? Je m'attendais à cet appel. Je ne voulais pas être celle qui le contacterait, puisqu'il avait quitté la maison de lui-même. J'ai répondu d'un ton calme et professionnel. Nous en discuterons chez moi dimanche. Je serai prête pour les démarches. Mon ex-mari, croyant qu'il allait bientôt recevoir un héritage, a raccroché le téléphone joyeusement. Il ne savait pas que j'attendais avec impatience sa réaction lorsqu'il découvrirait la vérité. Quand le week-end arriva, lui et ma sœur vinrent chez mes parents, surpris de trouver un avocat qui les attendait. Cependant, mon ex-mari semblait confiant. Bien sûr, vous avez besoin d'un avocat lorsqu'il y a un héritage en jeu, commenta-t-il, et alors, avec une expression perplexe, l'avocat s'adressa à lui. Avant de discuter de l'héritage, il y a la question du partage des biens que votre ex-femme a portés contre vous. L'avocat commença alors à montrer à mon ex-mari une série de photos, des images de lui sortant de la maison de ma sœur à des dates spécifiques, clairement marquées. Parlant fermement, l'avocat continua. Ces photos servent de preuve de votre liaison avant la finalisation du divorce. Vous devrez respecter les termes de l'accord de partage des biens. J'avais entendu mon ex-mari discuter de l'héritage au téléphone avec ma sœur, ce qui m'avait poussé à demander à mon avocat d'enquêter sur son infidélité. Peut-être pensait-il que j'étais trop occupée avec les funérailles de mon père, mais mon ex-mari et ma sœur se retrouvaient presque tous les jours chez elle, ce qui a fourni suffisamment de preuves pour mon dossier. Ils furent tous deux surpris lorsque la conversation passa de l'héritage à leur liaison, mais mon ex-mari se reprit rapidement et répliqua. Le partage des biens, ce n'est rien comparé à l'héritage de 6 millions de dollars. Je vais régler ça tout de suite. Pendant que l'avocat présentait les documents, mon ex-mari, toujours aussi arrogant, les signa sans hésiter. Une fois cela confirmé, je lui dis calmement. Profite de ta vie avec ma sœur, qui ne recevra rien de l'héritage. Comme tu as signé, je veillerai à ce que le partage des biens soit exécuté. En entendant qu'elle ne recevrait rien, ma sœur s'écria. Quoi? Pourquoi je ne reçois rien? Je devrais recevoir 6 millions de dollars. Mon ex-mari rougit aussi et cria. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'héritage. Je ne vais pas te laisser tout prendre. L'avocat intervint calmement, gérant leur colère. En réalité, Émilie est la fille biologique de votre défunte mère, issue d'une relation antérieure, et n'a jamais été formellement adoptée par votre défunt père. Par conséquent, Émilie, vous ne pouvez pas hériter des biens de votre père. J'expliquai également à ma sœur, qui était abasourdie. Lorsque nos parents se sont mariés, tu avais environ 1 an. Tu ne t'en souviens probablement pas, mais je me souviens très bien.
J'avais 6 ans à l'époque et j'étais heureuse d'avoir soudainement une sœur. Je n'aurais jamais imaginé que cette même sœur finirait par être avec mon mari. Nos parents, tous deux avec des enfants d'union précédente, ont essayé d'équilibrer la relation entre nous lorsqu'ils se sont remariés et ont commencé à élever les enfants ensemble. Ma mère m'aimait comme sa fille, et mon père t'appréciait, Émilie. Peut-être qu'il t'a gâté davantage parce que tu n'étais pas sa fille biologique. Soyant excessivement prudent, malgré le fait qu'ils aient tous deux épousé des personnes ayant des enfants, ma mère se méfiait, à cause de certains parents, d'un intérêt pour les biens de mon père et a choisi de ne pas te faire adopter officiellement. Ses parents, qui m'ont toujours suggéré des prétendants, l'ont fait sachant que j'étais la seule héritière de la richesse de notre père. Si nos parents avaient eu un enfant ensemble, les choses auraient pu être encore plus compliquées, mais heureusement ou malheureusement, ils n'en ont pas eu. Peut-être ont-ils évité d'avoir d'autres enfants pour éviter des disputes sur l'héritage à l'avenir. Maintenant, sachant que mon père t'a soutenu financièrement jusqu'à ton âge adulte parce qu'il ne pouvait pas te laisser l'héritage, j'ai compris l'étendue de leur relation. Comme ma sœur, je n'ai pas non plus été formellement adoptée par ma mère, mais cela n'a jamais affecté notre relation. Il semble que nos parents n'aient pas révélé leur mariage à ma sœur, et aujourd'hui, c'était la première fois qu'elle apprenait la vérité. Quant à mon ex-mari, son visage est passé du rouge au pâle à mesure que la situation se précisait. Non seulement il ne recevrait pas ce qu'il attendait de ma sœur, mais il faisait également face à une demande de partage des biens qu'il avait déjà signés. Avec le visage pâle, il m'a demandé. Est-ce que c'était un mensonge que ta sœur allait recevoir 6 millions de dollars et que toi, tu ne recevais rien? Retenant un rire, je répondis. Bien sûr que c'était un mensonge. C'était ma manière de me venger de toi pour m'avoir trompé. En plus, l'héritage de mon père ne s'élevait même pas à 6 millions de dollars, bien qu'il fût riche. Soudainement, ma sœur, qui était généralement silencieuse, explosa. J'ai acheté tant de choses en pensant que j'hériterais de l'argent de papa. Et le soutien que papa me donnait jusqu'à maintenant? Tu vas t'en occuper, sœur? Maintenant que tu es mariée à un mari fiable, tu n'en as plus besoin, n'est-ce pas? Demande à Georges de te soutenir, répondis-je. Elle regarda mon ex-mari pâle, mais il secoua la tête. Je ne peux pas faire ça. J'ai aussi beaucoup dépensé, comptant sur l'héritage, et maintenant, avec le partage des biens, je suis sans argent. À ce moment-là, mon ex-mari se mit soudainement à genoux devant moi, suppliant. Claude, désolé. C'est entièrement ma faute. S'il te plaît, pouvons-nous nous réconcilier? L'avocat, qui était en train de faire ses affaires pour partir, rit en voyant cela. Où est passée l'arrogance qu'il montrait auparavant? Georges, suppliant à genoux, semblait complètement absurde. Après notre conversation, mon ex-mari et ma sœur partirent, et ils se séparèrent peu de temps après. Il semble que mon ex-mari ait perdu tout intérêt pour ma sœur dès qu'il a réalisé qu'elle ne recevrait rien. Ma sœur, qui avait perdu le soutien financier de notre père, eut du mal à subvenir à ses besoins avec des emplois temporaires, mais finit par accumuler des dettes écrasantes et se déclara en faillite. Elle déménagea de son appartement, et je perdis tout contact avec elle. Le soutien excessif de notre père avait rendu ma sœur dépendante, rendant difficile pour elle de travailler sérieusement. Par la suite, mes proches commencèrent à me suggérer des partenaires potentiels alors que je vivais seule chez mes parents, mais je refusai. Je voulais trouver un partenaire selon mes propres conditions, déterminé à ne pas répéter l'erreur de me marier avec quelqu'un qui n'était intéressé que par ce que je possédais.